Il était noir. Il portait un vieux t-shirt froissé, des baskets usées et une casquette délavée. Pour les policiers ce jour-là, il n'était qu'un autre type suspect, un autre homme à harceler. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il criait sur l'un des hommes les plus décorés de l'armée américaine, un ancien Navy SEAL, spécialiste des opérations secrètes, survivant de missions si secrètes que même le Pentagone les gardait secrètes. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en insultant cet homme, ils étaient sur le point de déclencher une chaîne d'événements qui se terminerait par l'entrée d'un général 4 étoiles dans une salle d'audience, non pas pour témoigner, mais pour présenter des excuses publiques devant la nation entière. C'est son histoire. Ce matin-là, à Savannah, en Géorgie, l'air était lourd, humide et presque poisseux. Les rues semblaient suinter sous la chaleur du sud. Les gens se déplaçaient lentement, comme écrasés par la pression de l'air. Dans un quartier résidentiel calme, niché entre deux supérettes vieillissantes, un homme noir s'approcha d'un petit café du coin. Il portait un sac de sport usé et des vêtements simples, trop simples. Sa carrure athlétique le rajeunissait, mais son apparence était humble, presque invisible. Son nom était Elia Grant, mais personne dans cette ville ne connaissait ce nom, et c'était exactement comme il le voulait. Il venait d'emménager dans un petit studio au-dessus d'un garage, après avoir quitté San Diego discrètement et sans un mot. Pas d'annonce, pas de réseaux sociaux, pas de messages. Il avait volontairement disparu des radars. La seule chose qu'il avait emportée avec lui était une photo froissée de son fils décédé, pliée au fond de sa poche. Ce matin-là, tout ce qu'il voulait, c'était un café noir. Mais dès qu'il est entré dans le café, deux policiers à l'intérieur ont tourné la tête. L'un d'eux, un jeune blond dont l'arrogance était encore fraîche sur ses joues, le fixa quelques secondes avant d'aboyer. « Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ellie s'arrêta net. Il ne répondit pas. Ce n'était pas de la peur, c'était du contrôle. Une retenue silencieuse. Le genre de retenue qu'on apprend après avoir vu des choses bien plus terrifiantes que des regards soupçonneux. « Je vous ai posé une question, » dit l'officier le plus âgé, plus fermement maintenant. « Tu n'as pas l'air d'un habitué. Que fais-tu ici ? » « Je veux juste un café, » répondit Elia, la voix calme. « Avec ce sac ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? » « Mes affaires. Je viens d'arriver en ville. » Les deux officiers échangèrent un regard, puis se levèrent. Le plus jeune s'est approché. « Tu n'as pas l'air propre, mec. Donne-moi le sac. » Vérification de routine. Maintenant, tout le café regardait. Personne n'a parlé. La serveuse ou une femme d'une cinquantaine d'années, le regard terni par des années de fatigue détourna le regard. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait une telle chose. Mais elle savait que s'exprimer pourrait lui coûter son poste. Ellie resta immobile. En silence, il tendit le sac. À l'intérieur, seulement des vêtements, une bouteille d'eau, une paire de chaussures, rien de plus. Mais cela n'a pas suffi. Identifiant, aboya l'officier, irrité par le comportement calme de l'homme. Ellie le lui a remis. Le policier plissa les yeux vers la carte, puis fronça les sourcils. « Ce n'est pas le nom que tu as donné. »« Je ne t'ai pas encore donné de nom, » répondit Ellie. « Vous me prenez pour un idiot » s'exclama l'officier. Puis, sans prévenir, il poussa Elia au pas violemment, mais avec cet irrespect suffisant d'un homme convaincu que personne ne lui demandera jamais de compte. Elia ne bougea pas. Mais son regard se fixa sur l'officier au profond, intense, pas menaçant, juste, perçant. Le policier détourna le regard, perturbé, incapable d'expliquer pourquoi. L'aîné attrapa le bras d'Ellie. « Votre comportement est suspect. Nous vous emmenons pour vérification. » Ellie n'a pas résisté. Il est monté dans la voiture de police sans protester, les mains menottées. Les gens autour regardaient, mais personne n'a réagi. Peut-être était-ce la peur. Peut-être était-ce la routine. À la gare, le ton est devenu plus dur. « D'où viens-tu ? Pourquoi es-tu ici ? Qui est cet Elia Grant ? Est-ce vraiment ton vrai nom ? » Ellie répondait calmement à toutes les questions. Mais plus il restait calme, plus la colère du jeune officier montait. Finalement, il a explosé. « Tu veux savoir ce que je pense ? Je pense que tu es un imposteur. Tu te comportes comme un truand, mais je parie que tu as un passé trouble. T'es quoi ? Un ancien dealer ? Un ex-tolard qui essaie de faire profil bas ? » Toujours calme, Ellie le regarda dans les yeux. «
Avez-vous déjà entendu l'expression « le silence avant la tempête » ? Laissez-vous aller. Les heures passèrent. Aucune accusation formelle. Aucune preuve. Mais ils l'ont gardé là-bas. Pour l'humilier. Parce que dans cette ville, c'était souvent suffisant. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange s'est produit. Une convocation officielle est arrivée au commissariat. Le maire lui-même avait demandé à voir Elijah Grant. Personne n'a compris pourquoi. Le même jour, le parquet a appelé. Une audience spéciale avait été fixée pour une plainte déposée par un inconnu contre la police de Savannah. Le jeune officier entra dans le tribunal, confiant et souriant. Il pensait que ce serait une affaire de routine, facile à enterrer. Mais Ellie était déjà là, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. Son regard était calme. Sa posture? Celle d'un homme n'ayant plus rien à prouver. Lorsque le juge entra, tout le monde se leva. Mais il n'était pas le seul invité inattendu. Quelques instants plus tard, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent lentement. Un homme entra, vêtu d'un uniforme militaire de grande tenue, la poitrine couverte de médailles étincelantes. Son expression était solennelle. Son regard était fixe. Un faible murmure parcourut la pièce. Il s'agissait du général Karl Wainwright, un général 4 étoiles, commandant du commandement des opérations spéciales. Il s'avança, les yeux fixés sur Ellie. Et la nation entière regardait. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. Même le juge semblait à court de mots. Le général s'avança et fit un bref signe de tête respectueux à Elijah Grant. « Monsieur, dit-il solennellement, je suis ici pour témoigner en votre faveur et pour présenter des excuses au nom de cette nation pour ce qui vous a été fait. » Un silence choqué s'abattit sur la pièce. Pour la première fois, le jeune officier sentit la panique s'insinuer dans sa poitrine, car à ce moment-là, il réalisa que l'homme sur lequel il avait crié la veille était bien plus que ce qu'il avait supposé. Et il ne savait pas encore à quel point. Le silence fut rompu par le bruit précis des bottes du général frappant le plancher en bois. Chaque pas semblait chargé du poids de l'histoire. Le juge, bien qu'hésitant au début, lui a accordé la parole sans poser de questions. Tout dans la posture de cet homme ne disait qu'un mot, autorité. Le général se tenait droit. Votre honneur, cet homme, Elijah Grant, est un ancien membre du Debout. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais les civils le connaissent sous un autre nom. Équipe SEAL 6. La même équipe qui a éliminé Oussama Ben Laden. C'était eux. Et il était le chef de l'unité tactique. Il s'arrêta. Elijah a mené plus de missions classifiées que la plupart de nos soldats ne pourraient jamais rêver. Il a été décoré 11 fois pour sa bravoure. Il a reçu la Navy Cross, la Silver Star et une Medal of Honor, décernées discrètement, pour des raisons que je ne suis pas autorisé à divulguer. Le jeune officier pâlit. Sa mâchoire se relâcha. Ses yeux dérivèrent. Le juge était pétrifié. Le public n'osait même pas respirer. Mais Elijah resta impassible, comme si rien de tout cela ne changeait quoi que ce soit. Comme si ces mots n'étaient rien d'autre qu'un rappel douloureux d'un passé qu'il avait essayé de laisser derrière lui. Le général s'avança à nouveau. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a sacrifié, c'est ainsi que nous l'accueillons à nouveau. En tant que délinquant. Comme une menace. Parce qu'il est noir. Parce qu'il est silencieux. Parce qu'il ne porte pas son passé sur sa manche. Il se tourna vers Elijah, ses yeux brillants. Pardonnez-nous, frères d'armes. Elijah ne dit rien. Il a simplement détourné le regard. Parce qu'à l'intérieur de lui, quelque chose brûlait. Quelque chose de plus profond que la colère. Un souvenir. Une mission en Afghanistan, il y a 12 ans. Ils étaient 6. Une extraction en zone rouge. Une embuscade. Ils étaient encerclés. Elijah avait ordonné la retraite, mais son supérieur, le colonel Winters, refusa. Il voulait conserver ce poste. 3 hommes sont morts ce jour-là. L'un d'eux était Malik, le meilleur ami d'Elijah. Il n'avait jamais pardonné aux militaires ce moment-là. Jamais. Il a continué à servir, mais quelque chose en lui était mort. Et le jour où il a quitté le service, il a cloué sa plaque d'identité dans le cercueil de Malik et a disparu. Elijah n'était pas venu à Savannah par accident. Il est venu à la recherche d'une autre vérité. Quelques jours après le procès, des rumeurs ont commencé à se répandre.
Certains journalistes ont tenté de le joindre, mais il a refusé toute interview. Il passait ses journées à parcourir la ville, à observer, à parler avec les sans-abri, à aider dans une église du quartier noir. C'est là qu'une jeune fille lui a parlé d'un homme nommé Henry Carter. Un ancien policier, licencié il y a 15 ans pour brutalité. Mais plus important encore, c'est lui qui a mené une opération d'infiltration, dans lequel le père biologique de Malik avait été tué par erreur. Elijah sentit une vieille douleur remonter. Il a retrouvé l'adresse de Carter. Une maison en ruine à la limite de la ville. Un soir, il s'y rendit. Aucune arme. Aucune intention de vengeance. Il suffit de comprendre. Mais ce qu'il a trouvé n'était pas un monstre. C'était un vieil homme brisé, confiné sur une chaise, le regard creux. « Je sais qui tu es », dit l'homme d'une voix rauque quand Elijah entra. « Alors tu sais pourquoi je suis là. » « Ouais. Mais je pense que vous cherchez des réponses qu'aucune confession ne peut vous apporter. Dis-le-moi quand même. » Le vieil homme soupira. « Ce jour-là, j'ai suivi les ordres. On nous a dit que le père de votre ami était impliqué, qu'il menaçait une opération fédérale. Ce n'était pas vrai. Mais j'ai suivi les ordres, comme toujours. Est-ce que tu le regrettes? Je ne regrette pas d'avoir suivi les ordres. Je regrette d'avoir cru que je n'avais jamais eu le droit de dire non. » Cette phrase résonna chez Elijah plus que toute autre chose. Parce que lui aussi avait suivi les ordres, encore et encore, jusqu'à ce que cela lui coûte son âme. Il est parti sans un mot. Mais en lui, une décision se formait. Le lendemain, il est invité à une commémoration militaire. L'armée voulait restaurer son honneur, publiquement. Une cérémonie de remise de médailles, un discours à Washington. Il a refusé. Au lieu de cela, il est retourné au tribunal. Pas pour se venger, mais pour exiger la justice pour tous. « Je ne veux pas que ce procès porte mon nom », a-t-il déclaré devant le juge. « Je veux qu'il porte les noms de tous les hommes qui ne sont pas reconnus. Parce qu'ils ne portent pas d'uniforme. Parce qu'ils n'ont pas le bon teint. Parce qu'ils ont tout donné et ont été oubliés dès l'instant où ils ont posé leurs étiquettes. » La déclaration s'est répandue dans tout le pays. Mais cela a aussi attiré des ennemis. Les journalistes ont commencé à fouiller dans son passé. Les médias d'extrême droite ont tenté de le salir, de publier des photos hors contexte. Les politiciens ont crié « woke ». Le jeune officier, désormais suspendu, est apparu à la télévision en tant que victime. Mais Elijah ne répondit pas. Il travaillait sur autre chose. Dans l'ombre, aux côtés de vétérans de confiance. Il a rassemblé des dossiers, des témoignages et des preuves d'abus policiers enfouis. D'anciens civils l'ont rejoint. L'un d'eux, un hispanique nommé Diego, a déclaré. Ce qu'ils ont fait à Elijah, ils l'ont fait à nous tous. Aujourd'hui, nous ne portons plus l'uniforme, mais nous continuerons à défendre notre pays, à notre manière. Et pour la première fois depuis des années, Elijah se sentit à nouveau porté par quelque chose de plus grand, une cause. Il renoua avec l'avocat Marcus King, un brillant juriste afro-américain qui avait déjà mis à genoux des géants du système. Ensemble, ils montèrent un dossier explosif, un recours collectif contre la police de Savannah. Et cette fois, Elijah ne serait pas seul. L'audience finale fut fixée un mois plus tard. Ce jour-là, la salle d'audience n'avait jamais été aussi pleine. Journalistes, militaires, familles de victimes et des centaines de citoyens ordinaires se sont rassemblés pour écouter celui qui était autrefois silencieux, devenu un symbole. Grant est entré en dernier. Il ne portait ni costume, ni médaille, juste lui-même, purifié. À sa droite se tenait Marcus King. À sa gauche, Diego, son frère d'armes. Et dans la foule, des soldats à la retraite, d'anciens pompiers, des hommes autrefois injustement emprisonnés, des mères en pleurs tous là pour soutenir un homme qui n'avait jamais élevé la voix, et pourtant dont la vérité résonnait désormais plus fort que n'importe quel discours. Le juge, un Afro-Américain d'une soixantaine d'années, jeta un regard lourd sur les piles de dossiers devant lui. « Monsieur Grant, dit-il, ce tribunal est ici pour examiner vos preuves, votre témoignage et les nombreuses plaintes déposées en votre nom. Êtes-vous prêt ?» Et Elijah se leva lentement. Il parlait, non pas en soldat, mais en citoyen. En fils d'Amérique. « Votre honneur, je ne nourris aucune haine, je ne cherche aucune vengeance. Je suis seulement un miroir, tendu à ce pays. » Il parlait de son enfance sous le chant des sirènes.
d'un quartier oublié depuis longtemps. D'un frère emprisonné pour un crime qu'il n'avait jamais commis. De la fierté de porter l'uniforme. De la guerre. Des blessures. Du silence. Et enfin, du mépris au retour à la maison. Tout ce que j'ai toujours demandé, dit-il, c'était d'être jugé. Pas comme un suspect. Pas comme une menace. Mais comme un homme. La salle d'audience est restée immobile. Marcus King s'est alors avancé et a exposé les faits, 46 cas documentés d'abus commis sur 10 ans par le même service, 12 vidéos inédites, des témoins réduits au silence, des rapports falsifiés. Au cœur de l'affaire, des noms inoubliables. Le jeune officier qui avait humilié Elijah. Un chef de brigade promu qui avait un jour empêché le retour d'Elijah dans la réserve. Les preuves étaient accablantes. Mais ce n'est pas ce qui a ébranlé la salle. C'était la révélation finale. Elijah se leva une fois de plus et brandit un document confidentiel. Ce que peu de gens savent, c'est que je n'ai jamais vraiment quitté les cils. J'ai continué à servir jusqu'à l'année dernière, en mission secrète, sous couverture. Je ne peux pas tout raconter, mais ce que j'ai vu à l'étranger, et ce que j'ai vécu ici même, dans mon propre pays, ne peuvent plus coexister. Il a pointé directement du doigt le procureur fédéral assis dans la salle. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous remets cette lettre. Elle contient des témoignages, des noms et des détails d'opérations classifiées ou des preuves que je suis prêt à rendre publiques si le gouvernement continue de protéger ceux qui trahissent l'honneur de la justice. Une vague de murmures stupéfaits a balayé la salle d'audience. Le procureur pâlit. Elijah avait clairement fait comprendre au système une chose, lui aussi avait des cartes en main et il les utiliserait. Non pas pour se venger, mais pour la vérité. La presse a explosé. Le silky a ébranlé le système. Un silence plus fort que les bombes. L'Amérique face à son miroir. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs policiers ont été suspendus. D'autres ont été jugés. Le chef du service a démissionné. Le jeune policier a tenté de se présenter comme la victime à la télévision nationale, mais un enregistrement audio a fuité. Sa propre voix, pleine de mépris et de menaces, lors de l'arrestation d'Elijah. Plus personne ne doutait. Son masque était tombé. Mais Elijah, une fois de plus, a disparu de la scène publique. Il a refusé toutes les interviews, décliné les contrats de publication, les offres de films et les documentaires. Il est retourné à l'église du quartier, a recommencé à cuisiner pour les sans-abri, a appris aux enfants à se défendre et à parler avec douceur aux personnes âgées. Un jour, un garçon de 10 ans, hypnotisé, demanda. « Monsieur Elijah, pourquoi faites-vous tout cela si vous êtes un héros ?» Elijah posa une main sur son épaule. « Parce qu'un héros n'est pas celui qui regarde. C'est celui qui regarde, quand personne d'autre ne le fait. » Le garçon sourit et courut dire à ses amis qu'il connaissait un vrai Navy SEAL. Mais Elijah continua à marcher. Un chemin silencieux, loin des projecteurs, mais ferme et digne. Un soir, Diego est venu le voir. « On t'a proposé un poste au Pentagone. Tu pourrais former des générations entières. » Elijah leva les yeux vers le ciel. « Je préfère entraîner un quartier. » Diego rit. « Tu es toujours un mystère. »« Je ne suis qu'un homme, » a déclaré Elijah, qui a appris que la vraie guerre commence souvent, lorsque les armes se taisent. Et sur ces mots, il se retourna et s'éloigna. Son ombre s'étendait sous le lampadaire, non pas celle d'un homme en fuite, mais celle d'un homme debout. Un homme qui n'avait pas été brisé, pas même par son propre pays.